C'est bon. Donc, ce matin, on a certains petits points à voir. Donc, première des choses, on va finir le drafting. Okay, la dernière fois, on avait commencé en passant à peu près toutes les options sauf la cotation elle-même. Donc, ce matin, on va finir par la cotation du drafting de base, en parlant d'une simple pièce. Ensuite de ça, on va parler de drafting pour un dessin d'assemblage, principalement dans un contexte d'outillage, parce que c'est celui-là qui est peut-être un petit peu plus particulier à faire, plutôt qu'un assemblage de pièces de métal en fer, par exemple, ou d'autres choses, qui va avoir d'autres façons de procéder. Ensuite de ça, on va passer en part design pour parler de petites fonctions qu'on n'a peut-être pas touché beaucoup et revenir sur de la création d'opérations booléennes pour un cas particulier. Là, un cas particulier. C'est que c'est une approche qui est semblable à celle utilisée là, pour les pièces usinées. Quand on a besoin de suivre les formes du fuselage, ça, donc ça réfère à des surfaces, ça, donc j'ai un petit exercice là, que je vais vous montrer par rapport à ça, qui réfère à des opérations booléennes et qui est bonne à faire parce que c'est un exercice que je trouve très pédagogique parce qu'il est redondant. On refait un certain nombre de fois les mêmes opérations. Donc, normalement, à la fin de ça, vous comprenez comment ça fonctionne. La création des corps de pièces, les opérations booléennes, ça, là, ça permet de démêler des choses. Puis, ensuite de ça, c'est tout le temps la même chose. Donc, je pense qu'avec ça, on devrait s'approcher à 10 heures. Puis, si c'est pas le cas, j'aurai d'autres choses. J'ai certaines autres petites cachettes que je peux ressortir, quand même, que ce serait juste d'ouvrir des pièces pour vous montrer un petit peu comment vous pourriez les modéliser là, si vous voulez vous y attaquer. Donc, on y va avec la création d'un nouveau fichier à partir d'un format D. Je vais travailler pas sur l'assemblage tout de suite. Je vais travailler simplement sur l'une des pièces. Vous pouvez charger l'assemblage si ça vous tente, là, mais je vais travailler directement à travers la pièce en partant. Donc, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Simplement pour simplifier là, ce que je vais représenter. Donc, on s'en va ici. On s'en va ici dans le dessin. Et je vais venir extraire, parce que ça on l'avait vu. Je vais extraire une première vue de ma base. Qui est beaucoup trop grosse pour la feuille que j'ai. Donc, tout de suite, je vais y aller avec une échelle peut-être 3/4, ce qui devrait être pas si mal. Il va probablement être grosse. Donc, on va y aller à 1/2. Ouais. 1/2, ce serait bon. Donc, avec quelque chose comme ça, peut-être juste quelques vues. Parce que là, dans ce dessin-là, tout ce que je vais faire ce matin, c'est des cotes ou des petites particularités graphiques. Isométrique comme ça, disons. Demi. Petit. OK. Donc, pas de franglais sur un dessin, donc isométrique, puisque le cadre est en anglais. À une hauteur d'1/4 de pouce. Et pas de texte sur les autres vues. Okay. On se rappelle que si vous laissez du texte sur les autres vues, quand il doit en avoir, vous perdrez des points au prochain examen de vendredi prochain. Je fais des rimes en plus. OK. Donc, j'ai ça à travailler avec. Comme je vous expliquais la semaine dernière, avant même de commencer à mettre des cotes un peu partout. Puis, il va y avoir des choses à faire par rapport à ça aussi. Il faut qu'on parle de stratégie pour les cotes. Là, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais c'est surtout qu'avant de commencer à faire des cotes,
surtout les enlever pour être capable de continuer à sortir vos vues ou faire des choses parce que là, ça tombe dans vos jambes, vous avez changé les affaires. Essayez de vous déterminer tout de suite un plan de match, à savoir sur ce sur quoi vous allez travailler pour faire votre cotation. Donc, si vous avez besoin de faire des sections, si vous avez besoin de faire des coupes, si vous avez besoin de faire des écorchés, des choses du genre, pour organiser ce que vous allez présenter, Ensuite de ça, le rendre le plus conforme possible à ce que devrait être votre nombre de dessins avec les lignes d'axe, avec ce que vous pouvez vouloir rajouter dedans, qui n'a pas nécessairement paru du premier coup, mais qui vous servira à côté. Donc, ça va être ce que je vais faire par la suite. Et après ça, quand vous y êtes rendu, là, vous faites votre cotation. OK? Donc, il peut être intéressant de rajouter ici des lignes d'axe sur votre vue. OK? Ils ne sont pas là par défaut, là, parce que par défaut, ce que vous allez obtenir, c'est la ligne d'axe pour un cylindre. Donc, je l'ai ici pour la cavité cylindrique. Et si vous voyez en vue de face un cercle, vous allez avoir sa ligne d'axe. OK? Mais, pour être intéressant de les avoir, les lignes d'axe-là et cette fonction-là, devrait vous permettre de les obtenir. OK? Donc, clic, ligne d'axe, ligne d'axe, ligne d'axe. Pas cher, là. Ça fait juste plus joli, ça fait juste conventionnel. Ligne d'axe, ligne d'axe, ligne d'axe, ligne d'axe. Donc, si à un moment donné, parce que vous êtes mal pris, parce qu'on s'entend, on est supposé de coter toujours une dimension en vraie grandeur. Même si dans les dernières versions de CATIA V5, on a rajouté des options permettant de coter sur l'isométrique. OK? Coter sur une isométrique, vous allez voir ça d'un livre de dessin, de façon générale. Parce qu'on vous présente le modèle isométrique coté, puis on vous demande de faire les vues ou on vous demande de modéliser la pièce. Fine, c'est correct. Oui, ça se fait. Mais, industriellement parlant, coter sur une isométrique, c'est pas d'habitude la norme. OK? Mal pris parce que j'ai un isométrique quelque part, puis je veux donner une information de référence. J'imagine que ça pourrait être accepté, mais c'est pas de même que ça devrait être fait. OK? Mais ça se fait. Le logiciel offre des outils pour faire ça. OK? Cependant, ici, si je veux coter ma distance entre les trous, bien, ma distance entre les trous, pour les 4 trous qui sont là, bien, je l'ai nulle part en vraie grandeur. Donc, la façon de faire, c'est d'arriver sur cette vue-ci et de venir demander une vue auxiliaire. OK? Parce que sinon, je pourrais coter la distance comme ça ici, même si ma face est inclinée comme je la vois, cette distance-là est vraie. Comme cette distance-là est vraie. Mais la distance entre les trous ici ne l'est pas. Elle est projetée. Alors, ma seule façon de la voir, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose comme ceci. Sauf que, comme je vous expliquais toujours la semaine dernière, OK? J'ai sorti ma vue, j'ai des lignes d'axe, mais mes lignes d'axe, on dure un peu, parce que mes lignes d'axe sont horizontales, verticales, alors que je devrais être orienté un peu mieux par rapport à ma base. Donc ça devrait sauter. Pour être remplacé par l'option qui me permet d'aligner des axes pour des trous filetés, parce que ça va me donner le deuxième cercle en pointilliste de le tour. Donc, clic là-dessus. Et j'aligne ceci, là-dessus, ceci, là-dessus. Je n'ai pas besoin de prendre la même référence, là. Le but étant simplement de coter correctement. Donc là, je me retrouve avec des lignes d'axe. Et si je cherche la distance entre ces axes-là, elle est en vraie grandeur. Et si je cherche la distance entre ces axes-là, elle est en vraie grandeur aussi. C'est ça un dessin. Vous devez vous arranger pour être capable de tout coter. Sauf que si vous sortez vos vues, vous commencez à placer vos cotes partout, puis vous allumez après que vous allez avoir besoin de sortir ça, bien là, vous êtes obligé de tasser les cotes que vous aviez mis dans ce coin-ci, les cotes que vous aviez mis dans ce coin-ci, les cotes que vous aviez mis dans ce coin-ci, pour être capable de faire une place à celle-là que vous pourrez peut-être plus jouer en fonction de ce qu'il y a sur votre feuille. C'est ça l'idée. OK? Comme je vous l'ai dit, faire le dessin une fois que la modélisation est faite, si vous voulez pas trop vous tromper, de calculer le même temps. Commencez par calculer le même temps. Ça vous a pris 2 heures à gosser la pièce ou à modéliser quand vous savez ce que vous faites là. Vous n'êtes pas en train d'apprendre le logiciel. Vous venez de faire une job, vous savez utiliser vos outils, ça vous a pris 2 heures à modéliser, mettez 2 heures sur le dessin, puis on va commencer avec ça. Peut-être ça va prendre 1 heure et demie.
Peut-être que ça vous en prendre 2,5 aussi. OK? Peut-être que vous allez vous décourager à vendre. J'ai des pièces qui sont faites que je n'ai même pas sorti les dessins encore, là, parce que je ne sais même pas comment est-ce que je vais faire des pièces de surface, des choses du genre, là, parce que je ne sais pas par quel bout de commencer. C'est correct. À un moment donné, je me tannerai puis je les ferai. Mais c'est surtout que le dessin, c'est pas à négliger, c'est long. Okay? C'est pour ça que si vous êtes capable d'organiser vos choses en partant pour éviter d'avoir à défaire par faire, bien, au moins vous sauvez ce temps-là. OK? Donc, j'ai sorti mes vues. Ici, évidemment, il faudrait que j'identifie ça. Donc, view. Oups, majuscule. OK, un quart de pouce. OK, oubliez jamais ça. T'sais, il faut que ce texte-là, le texte que vous mettez pour identifier une vue, doit toujours être plus gros que celui des cotes. Première règle. Ce qu'on utilise, en tout cas sur cette feuille-là, parce que vous allez arriver chez Pierre, chez Jean, chez Jacques avec les standards de Pierre, Jean, Jacques, puis à un moment donné, il va utiliser des cotes à 160, d'autres à 170, d'autres à 180, à 150 et ainsi de suite. Puis le texte va probablement pas mal tout le temps être à un quart, par exemple, 250. Mais c'est surtout que l'idée, c'est que ces noms-là, ou les indices que vous allez utiliser pour les lignes qui identifient vos vues, on se rappelle qu'il faut changer ça aussi. Donc, ces lettres-là, ben, ils doivent bien ressortir dans votre dessin. OK? Puis que quand je cherche AA, je le trouve quelque part sur une vue comme ça, là, puis que je me cherche pas trop. OK? Bon. Donc, on avait passé à travers beaucoup d'options de tout ça. Ça fait que je les laisse là si vous avez des questions. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans cette petite boîte-là. Et ça va, on va parler un petit peu de ce qui se passe là-dedans aussi, mais en deux temps. Donc, au niveau des cotations, on a vu que j'ai un certain nombre de choses différentes qui peuvent être faites avec le petit copain ici qui s'appelle cotation. Okay, il y a un nom très poétique, là, cotation, cotation. Mais c'est que cet outil cotation-là va me permettre, c'est un jack of all trades. Je vais pouvoir coter avec ça un seul élément. Je vais pouvoir coter la distance entre deux éléments, ou l'angle entre deux éléments. La distance entre deux éléments. Une valeur, quand je suis en vraie grandeur, de rayon. Toujours en vraie grandeur, une grandeur de diamètre. Notez que, parce que là, j'étais en mode diamètre la dernière fois où j'avais employé la fonction. Donc, il me sort des diamètres. Je n'ai pas porté attention ici, je vais le refaire. Donc, ici, je suis correct avec un diamètre, mais ici, ce n'est pas un diamètre que j'ai à côté, c'est un rayon. Donc, quand je le cote, il me donne un diamètre. Bouton de droite, je vais pouvoir passer de diamètre radial à rayon radial et je vais obtenir à ce moment-là son rayon. OK? Donc, ça, c'est une première chose. Et ça se fait pendant qu'on est en train de coter, parce que sans ça, je peux reprendre ça. Un peu. Si je repars là, puis que je m'en vais, en fait, si je fais ceci, que je le mets en diamètre, que plus tard, je vais le ramener en rayon, je m'en viens là dans propriété, et est-ce que je peux demander un diamètre là-dessus? Peut-être. Il y a peut-être moyen, là, je sais juste pas où, parce que ça va définitivement plus vite de le faire pendant qu'on cote. OK? Donc, prenez juste l'habitude de le faire pendant que vous êtes en train de coter. Ça va être plus simple. Maintenant, il peut se produire pour un diamètre. OK? Parce qu'on est toujours dans le cote. Là, on va passer aux autres après. Donc, dans un diamètre, là, je le cote avec une ligne de renvoi qui part de la valeur numérique et qui s'en va vers le cercle avec une seule flèche. Mais je pourrais débarquer le mode symbole qui est embarqué ici ou qui est coché et j'aurais deux flèches. Une ligne qui passe au centre. Je pourrais rester en mode symbole, mais ajouter un prolongement jusqu'au centre. Dans certains cas, ça va être utile. Ça, vous avez un grand rayon loin de la pièce, puis
Vous le cotez, mais ça a l'air de venir de nulle part, cette affaire-là. Vous prolongez avec un petit trait jusqu'au centre. Ça va peut vous créer une ligne d'axe là pour vous aider à clarifier l'information. Le seul but, c'est que ça soit clair pour tout le monde qui regarde le dessin. Donc, si ça vous coûte cette ligne-là, rajoutez-la, mais en même temps, pour être sûr que personne ne pose la question, hey, ça va où ça? C'est ça l'idée. OK? Donc, vous avez différentes options ici. Vous avez, OK, je suis là-dessus, on va le laisser sans prolonger au centre. On va aller coter l'arc ici. Donc, par défaut, j'ai un diamètre, je change ça pour un rayon, je change ça pour une longueur circulaire. Je suis en train de coter dans le fond, l'espèce de projection de l'arc entre ces deux points-là. J'ai aussi la longueur partielle circulaire d'ici à là. OK. Donc, comme ceci. Que je peux peut-être mettre sur l'élément. Ouais, comme ça. Donc, c'est des informations qui peuvent être utiles des fois. Vous avez un outil pour le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rayon de congé qui est semblable ici, donc on ne gagne rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Présentation de la cote, orientation de la valeur, restauration, détectation. OK. Donc, on a un certain nombre de choses là-dessus, toujours avec un rayon. Si je vais chercher maintenant les sous-options, parce que celle-ci, comme je vous disais, va vous permettre en fait d'aller chercher celle-là, qui est la cotation de longueur ou de distance. Donc, longueur entre deux éléments, longueur sur un élément, distance entre deux, angulaire, rayon, diamètre. Tout le reste, c'est des modes particuliers. C'est-à-dire que si je vais chercher ceci, ben, je suis en mode de cotation continue ou cotation chaînée. C'est-à-dire, c'est pas une bonne application, là, mais j'ai au moins la géométrie pour vous le montrer ici. Donc, cotation chaînée, me demande de sélectionner le premier élément. Le voici. Me demande de sélectionner le deuxième élément. Ici. OK. Sélectionner un élément pour ajouter une cote du même type que la précédente ou cliquer pour créer. Si je clique, ça s'arrête là, je recommence. Si je fais ceci, je clique le premier élément, je clique le deuxième élément. J'ai ceci, je clique le troisième, j'ai ceci, je clique le quatrième, j'ai ceci, j'ai le cinquième et j'ai le sixième. J'amène tout ça ici et là je me sens bazar. Ça ne s'applique pas n'importe quand cette affaire-là. OK? Parce que quand vous cliquez ce mode-là, toutes les cotes sont au même niveau. Si vous n'avez pas des distances suffisamment grandes, ça ressemble à ce que je viens de vous faire. Ce qui veut dire 0. OK? Ça ne sert à rien, ça. Je superpose mes éléments. Là, après ça, je suis pris pour essayer de déplacer un, déplacer l'autre. Ça vaut ce que ça vaut. Petite chose, par exemple, que je remarque puis que j'ai probablement jamais mentionné, on y revient tout de suite. Je sélectionne mes cotes, puis j'ai ma cote. Là, je vois que je suis capable de déplacer comme ça, puis c'est à peu près tout. On va aller dans les outils. Options. Pour voir que sous le drafting, sous les manipulateurs, j'ai rien de créé ici. OK, on peut s'en mettre quelques-uns en création, ça peut être utile. En modification, il devrait être là. Déplacer la valeur, ça peut être pas pire. OK, on va essayer ça. Donc, c'est peut-être juste le mode continu qui me permet de faire ça. Si je sélectionne ceci, OK. Si je sélectionne ceci, qui n'est pas en mode continu, ben, je vais pouvoir vous parler des manipulateurs. Là, les manipulateurs, c'est ce qu'on voit comme étant la petite flèche qui est là, ce qu'on voit comme les petits triangles rouges qui sont ici. OK? La flèche va vous permettre de déplacer le texte à l'intérieur de l'espace qui lui a été donné. Vous pouvez même le sortir. OK? Et si vous avez à éloigner ou rapprocher la cote, vous y allez par les lignes de cote elles-mêmes. OK? Ensuite de ça, les triangles qui sont ici vous permettront d'ajouter un suffixe ou un préfixe. OK? De façon générale, quand vous cliquez là-dessus,
vous allez avoir jusqu'à 5 par défaut textes différents. Donc, si vous avez coté une série de trous, puis que vous avez 2 fois, 4 fois, vous avez ce genre d'informations-là que vous mettez avant un texte quelconque de temps en temps, SR pour Spherical Radius ou quelque chose du genre, ben, ça va apparaître là, donc vous n'aurez pas nécessairement besoin de le retaper à chaque fois, il va être disponible. Okay? Ou encore une parenthèse, parce que vous pouvez être intéressé à mettre votre résultat entre parenthèses comme ceci pour indiquer que c'est une valeur de référence. Okay? Donc on retrouve souvent ça dans les listes de choix. Okay, quand je clique là-dessus, je retrouve la parenthèse plus d'autres affaires, puis je retrouve la parenthèse de l'autre bord. Okay? Donc ça vous prend vos manipulateurs de disponibles. Si je reviens ici à ça, donc, ici, le mode de manipulateur n'embarque juste pas à cause de ce mode spécial-là, qui est le texte en continu ou cotation chaînée. Okay? Donc, si ça ne marche pas, peut-être que je pourrais être intéressé à des cotations cumulées, qui vont me donner la possibilité de déterminer sur ma cote une certaine référence. Juste à quitter, on recommence avec ça. Si j'y vais avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est que ça me prend d'abord, oups, je n'ai pas cliqué à la bonne place. Et encore, c'est pas nécessairement magique, là. Mais j'ai un 0 et à chaque position où je sélectionne, on me donne la valeur mesurée à partir du 0. Okay? C'est une façon de faire, c'est pas coté pour tous les types de travaux, mais ça peut être employé dans certains cas. Autre type, baseline ou empilé, ou, encore une fois, valeur de départ, nouvelle valeur, je crée une nouvelle cote à chaque fois ici par contre. Et on voit bien où est-ce que ça va s'accrocher. Donc ça, c'est plus jouable. Okay, ça peut ressembler un petit peu au cumulé, sauf que ça me décale mes cotes vers le bas et ça me permet de mieux lire ce qu'il y en est. Okay, il y a juste la première là, qui est un petit peu serrée, que je pourrais ou que j'espérais pouvoir sortir à l'extérieur, mais qui est pris dans le bloc. Okay, c'est ça le problème avec ces trois modes-là. Ce sont des blocs que vous créez. Okay, tout est associé. Maintenant, celles-là, on les a vues, sauf que c'est intéressant de savoir que vous les avez disponibles parce que des fois, vous allez vouloir coter quelque chose avec ce mode-ci, puis ça ne sortira pas comme vous le voulez. Donc, à un moment donné, vous êtes mal pris, puis vous avez besoin d'une cotation angulaire. Bien, la cotation angulaire, vous l'avez ici. Vous êtes sélectionné la première ligne, la deuxième ligne, puis vous n'aurez pas le choix d'avoir un angle avec tout ça. Sauf que, quand vous allez avoir un angle, vous n'aurez pas nécessairement ce que vous voulez. OK, là, j'ai le choix de 156 degrés, puis j'ai le choix de 156 degrés d'un bord et de l'autre. OK, j'ai les angles complémentaires. Moi, je veux l'angle qui est entre les deux, là, qui devrait être à peu près 20 quelques degrés. Bouton de droite, secteur angulaire. Vous en avez 4 des secteurs. C'est toujours de trouver le bon, là. Mais secteur 1 me donne ça, OK. Secteur 2 me donne le 23 degrés, 3 minutes, 47 secondes, point 216, 313 que vous cherchiez. C'est un petit peu trop précis. OK? Mais il nous le donne pareil. Une fois que vous l'avez, vous allez jouer avec votre tolérance, puis vous pouvez arrondir ça au degré si vous voulez. Et vous pouvez lâcher le mode numérique, angulaire, degré, minute, seconde pour, je sais pas moi, angle décimaux. Et si vous le voulez décimal, mais avec un peu de précision, ben, au lieu d'arrondir à l'unité, ben, vous arrondissez à une décimale. C'est déjà moins pire. Okay, dépendant de ce que vous voulez faire, on ne cotera pas au degré, minute, seconde pour 36 000 choses. De temps en temps, ça peut arriver pour vraiment quelque chose qui nécessite une certaine précision. De toute façon, sur votre cartouche, quelque part, il est dit que vous avez une précision de 30 minutes. 30 minutes qui est un demi-degré. Okay, donc,
si vous voulez utiliser quelque chose comme ça, ben soyez consistant, à ce moment-là, vous devez mettre cette valeur numérique-là et donner une tolérance de quelque chose. Parce que sans ça, par défaut, votre point 1 il est arrondi à 1 demi-degré. Donc, il n'y a personne qui va le suivre. OK? Bon. Autrement. Ben tiens, OK, vous avez les cotations de ça. Je reviens sur une cotation décimale parce qu'on va parler de ce que je viens de commencer à régler. OK, donc je cote cette dimension-là. OK, j'ai par défaut 3 décimales. Ces 3 décimales-là viennent d'ici. OK, donc par défaut, vous avez 0,001. Le 1 indique le nombre de décimales que vous allez utiliser. Vous voulez votre cote à 1 décimale, vous allez ici. Vous voulez votre cote à 4 décimales, oups, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait pour 4 décimales? On va à 3 parce que ça nous sauve déjà des zéros, puis on en rajoute un. Enter. Et vous allez avoir 4. Si vous voulez 5, 6, 7, 12, c'est pareil. Mais à 4 décimales, déjà, vous tombez dans le précis. OK? Donc, vous avez aussi, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire, vous avez différentes normes pour votre cotation, dépendant de ce que vous voulez faire. Donc, norme DIMM, donc vous êtes en millimètres. Ici, DIMM, vous avez une virgule avec vos millimètres. Là, vous allez decimal inch. OK? Donc, vous avez ensuite impérial. Donc, l'impérial vous donne le guillemet pour le pouce. ANS, DIM, c'est en millimètres, mais ANS, je ne sais pas quoi. Distance en millimètres. Distance en pouces. Pied-pouce. Donc, ici, ça ne change rien, sauf que quand vous allez être rendu à 15 pouces, bien, vous allez avoir un pied 3 pouces plutôt que 15 pouces. C'est ça que peut être la différence entre pied-pouce et pouce. Ensuite de ça, vous tombez dans les autres sous-options. Mais vous allez travailler là, souvent là, avec NOM DINC. Ici, là, okay, numérique, décimal, inch, vous êtes en business. Maintenant, c'est bien beau de faire une cotation, mais vous voulez rajouter des tolérances. Vous en avez toute une série, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Donc, ANSNOM 3 vous donne plus ou moins 5. OK? Vous voulez plus 3 moins 2. Possible? ANSNOM 3. Entre les deux, 0,003. Flèche, 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 moins. On skip le 5, on met en 2, on fait Enter. Et on a plus 3 moins 2. C'est du gossage de luxe. L'autre option pour ça, si vous ne voulez pas le faire de même, parce que ça se fait là, je viens de vous montrer que ça se fait, puis c'est juste ça mon but. Je veux vous montrer ce que vous pouvez faire, après ça vous choisissez ce que vous voulez faire. OK? Donc, je vous ai montré qu'on peut le faire là. Ça m'évite d'aller ici, l'impropriété, de tomber sous les tolérances, de dire que je vais aller chercher le ANSNOM 3, que je veux aller chercher une valeur supérieure de 0,003 et une valeur inférieure de 0,002 que je mets positif pareil parce qu'il va la soustraire comme vous pouvez le voir ici. Oups, il était supposé de la soustraire. Moins 2 d'abord. OK. Appliquer. Sauf que ça peut être aussi pratique d'avoir une valeur nominale puis dire que vous allez être à plus 5 plus 1. Okay? Vous allez avoir ce genre de cotation-là, par exemple, quand vous allez vérifier des standards, des standards normalisés pour... standards normalisés, c'est un peu redondant, mais des standards pour des arbres et des trous. Donc, vous pouvez avoir quelque chose comme ça qui apparaît. 1 pouce 500 plus 1 plus 3. Et pour le trou correspondant, ben vous allez avoir, c'est-à-dire ça, ce serait le trou, puis pour l'arbre correspondant, ben vous allez avoir 1 pouce 500 moins 1 moins 2. OK, parce que c'est habituellement plus facile d'avoir l'arbre précis que d'avoir le trou. Donc, à ce moment-là, avec un moins 1 moins 2, ça me donne une tolérance
Maximal de 2 millièmes, minimal de 2 millièmes, maximal de 5. Ce qui est jouable. OK? Mais vous travaillez toujours avec le 1 pouce 500 comme valeur nominale, mais c'est que il y en a un qui peut être 1 pouce 501, 1 pouce 503, l'autre peut être 1 pouce 499, 1 pouce 498. Mais dans les deux cas, on parle de la nominale plus une tolérance. Donc c'est pour ça que vous avez ce genre de choix-là. Tout ça pour dire que vous pouvez le faire par un tableau ou vous pouvez le faire directement là, dépendant de ce que vous voulez faire. Okay? Donc le ANSNOM 3 vous donne ceci. Sauf que si vous aviez du ANSNOM 2, il est probablement pas bien réglé. Attendez un peu. C'est celui-là qui est fait de même. On fait une cotation. Ici. ANSNOM 2. Ouais. Il n'y a pas une grosse différence. Laissez-moi juste essayer un petit quelque chose entre ça et ça. Tolres 1. Ouais. Cotation. Tolres 2. OK. Je crois. Il faudrait que je le vérifie, là, mais le ANSNOM 2 que j'ai manqué au début, si je me rappelle bien, ce qui devrait le différencier du ANSNOM 1, c'est que la cotation ici devrait, pas la cotation, mais la tolérance ici devrait être un peu plus petite. Donc si ça c'est 150 par exemple, ben ça serait peut-être 125. Ou si ça c'est 125, ça c'est peut-être 100. Pour que la tolérance devienne plus petite, c'est purement graphique. Mais on est toujours en mode plus ou moins. Je crois que c'est la différence. C'est juste qu'elle n'a pas été programmée correctement dans le style. Il me semble que c'est ça entre les deux. Mais pour le moment, ça donne exactement la même chose. Quand vous tombez dans le Tolres 1, par exemple, qui est celle-ci, bien là, vous voyez ce que ça vous donne. Ça vous donne maximum, minimum. OK? En fonction de ce qui était votre nominal, qui est 1 pouce 500, et en fonction de votre tolérance qui est ici. Mais si pour une raison quelconque, vous voulez minimum, maximum, vous venez mettre un moins là et vous l'enlevez d'ici. Vous faites Enter et ça vient de flipper vos valeurs. Petit détail. OK? Vous avez ici Tolres 2 qui vous donne encore maximum, minimum avec maximum en haut, minimum en bas. Même flip. Moins. Delete. Enter. On flip encore. OK? Donc, à un moment donné, vous arrivez à faire une cote et elle ne sort pas comme celle qui a été faite là. Ça peut être là-dedans que ça va se jouer. Là. Donc, au moins que vous sachiez que ces options-là existent. Ensuite de ça, j'ai quoi comme tolérance si je reviens là-dessus? Ben là, on tombe, on le voit un peu là, avec l'indication, là, on tombe avec les cotations normalisées H7, H7, G6, ce genre de choses-là. Donc, des choses comme ça ici, que vous pouvez venir éditer en fonction des différents choix qui sont disponibles. Quand vous connaissez ça, parce que moi, je n'utilise pas nécessairement ça très souvent, là. Si je n'ai besoin, j'ouvre un livre. Ce que vous devriez faire aussi, dans le sens que vous n'avez peut-être pas de livre de dessin, ben, je pense que je l'ai déjà dit, ça vous fera bien. Okay? Ça ne coûte pas nécessairement cher si vous ramassez un livre d'une couple d'années sur eBay. Donc, pour les tolérances, vos choix sont là. Pour les valeurs numériques, c'est là. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous rajoutez. Donc, vous ne voulez pas avoir un plus ou moins 5, mais vous voulez avoir un plus ou moins 8 pour quelque chose, bien, vous changez la valeur pour 0,8 puis vous allez l'avoir. Okay? Pas plus dramatique que ça. Dans tous les cas, vous pouvez aller sur votre cote, aller dans les propriétés, puis vous allez trouver quelque part la boîte qui vous permet de le faire. Donc, tout ça, c'est disponible là. Maintenant, OK. Ça, on a passé à travers ça, on est correct. OK. Un chanfrein en... J'en ai-tu un? J'ai pas vraiment de chanfrein là-dessus.
Donc, on va s'en faire un. Donc, on va venir créer un chanfrein sur cet arrêt de vivre-là. Non, pas un bon choix. Un chanfrein sur cet arrêt de vivre-là. On va se donner 125. Je vous avais parlé de ça, des chanfreins déjà, hein, que dans le fond, vous aviez là, les valeurs dans la boîte de dialogue. OK, que vous pouvez demander un aperçu. Que vous pouvez changer votre mode, parce que là, je suis en mode longueur et angle, mais vous pourriez avoir deux longueurs. OK, donc deux longueurs, ça va vous permettre à ce moment-là de mettre, disons, quelque chose comme 125, 250. Si vous demandez quelque chose comme ça, par exemple, vous n'avez pas nécessairement le résultat dans le sens où vous le désirez. Donc, vous avez cette flèche-là que vous pouvez flipper pour changer votre chanfrein comme ça. OK? Donc, vous avez différents choix là, par rapport à tout ceci. Donc, je reviens ici à longueur et angle, 125, 45 degrés, aperçu, ça fait la job. OK, merci, bonsoir, j'ai mon chanfrein. Je reviens à mon dessin parce que c'est ça ce que je voulais faire. OK, j'update mon dessin et j'ai un chanfrein que je veux maintenant coter. J'ai donc une fonction pour coter les chanfreins qui va me permettre de sélectionner mon chanfrein. On me dit de sélectionner une ligne ou une surface de chanfrein dimensionnée. Donc, on a 3, 2, 1. Donc, clic. C'est ce qui sort. OK? Point 125 à 45 degrés. Vous allez souvent utiliser ça. Mais vous auriez pu utiliser longueur, longueur. 125, 125. Vous auriez pu utiliser angle, longueur. Vous flippez vos valeurs. Vous auriez pu définir longueur tout court. OK? Mais en reconnaissant le chanfrein. Vous pouvez aussi, parce que là, on est en mode deux flèches, vous pouvez aussi passer sur un leader, et c'est ceci que vous allez obtenir, avec toujours la possibilité de passer de longueur à angle fois longueur, à longueur fois angle, à longueur fois longueur. OK? Mais vous avez une cotation dédiée au chanfrein. Si vous ne le faites pas avec une cotation comme ça, ben vous êtes pris, c'est pas exclu, là. Vous pouvez décider de faire ça aussi, vous êtes pris pour coter cette dimension-là et coter d'une autre façon cet angle-là dans le bon cadran ou secteur angulaire, comme ceci. Donc, c'est quelque chose comme ça, avec le bon mode, ou quelque chose comme ceci. Mais dans les deux cas, vous devez coter la longueur, vous devez coter votre angle. OK? Vous avez la possibilité, puis pour ça, je vais vous montrer ça. Attendez un petit peu, j'ai des trous là. On va venir dans cette vue-ci, faire un petit écorché. Clic, 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 clic. On va faire ça sur ce trou-là. Et on va dire OK. Et j'ai un trou fileté ici. Okay, on se rappelle que j'avais ça. Maintenant, si j'utilise le mode de cotation de trou fileté, qui s'appelle taraudage, code de taraudage, si je cote ceci, c'est ce que j'obtiens. Donc, une cotation qui me donne la définition du taraudage, ainsi qu'une cotation qui me donne la profondeur de la portion taraudée. OK? Et c'est pas exclu. Si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Sauf qu'on peut aussi coter en mode taraudage directement sur la vue de face du tarot. Ici, on a à ce moment-là simplement la définition à laquelle on pourrait être intéressé de rajouter l'information à savoir quelle profondeur a notre taraudage et notre profondeur de trou. Okay? Parce qu'en réalité, je peux utiliser ça, sauf que ce qui devrait être coté, c'est possiblement plus quelque chose comme ceci. OK, diamètre du trou. Taraudé, on peut rajouter un texte, puis là, on est pris. Là. Si je rajoute un texte ici, dépendant de ce que je veux faire, ben, je suis limité par mon nombre de caractères, donc je suis peut-être mieux de me créer un texte. Et ça, il faut faire attention quand vous faites ce genre d'opération-là, parce qu'il y a une raison.
Quand vous créez un texte pour accompagner ça, vous ne faites pas un texte là et vous appelez blablabla, tadada, puis vous dites OK, contrôle, tab, un quart, pas un quart comme ça, mais un quart 20 NC, profondeur, parce que vous pouvez aller chercher ça ici, ça vous tente. 0.500, 0.50. Parce que si vous faites une cotation de ce genre-là, et qu'éventuellement vous êtes pris pour faire ceci, ben votre cotation elle reste, ou votre texte il reste quelque part dans le chemin. Okay? Donc ce que vous pouvez faire, c'est sûr que vous pouvez le faire après. Okay? Vous pourriez prendre ce texte-là et créer un lien de position avec la cote quand vous pouvez aller la chercher. Là, il ne veut pas me laisser aller la chercher pour quelque chose. Donc, comme ce n'est pas le cas, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais copier mon texte. On va le faire autrement. Annuler. Donc, vous pouvez créer votre texte en sélectionnant votre cote, ce qui définit tout de suite le lien de position, qui localise tout de suite votre texte. Et dans votre texte, à ce moment-là, vous écrivez ce que vous voulez. OK. Et ce texte-ci, par rapport au précédent, est attaché à ma cote. Donc, si je la déplace, ben, le texte suit. Okay. Ce qui fait quelque chose de plus facile à éditer. Donc, c'est nécessaire d'enligner ça un petit peu de cette façon-là quand vous allez faire vos cotations. Maintenant, j'ai, lorsque ça s'avère nécessaire, est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'être utile là-dedans? Ouais, si je vais sur ma base, créer, disons, un point au centre de ce cercle-là. OK, et que je reviens dans mon dessin. Demander à ce que dans cette vue-là, mes propriétés me permettent d'obtenir les points 3D comme ceci. Donc, j'ai un point qui vient de se rajouter là en dessous de ma ligne de cote. Preuve, je prends ça et que je le cache, il me reste un point. Donc, si sur un dessin, j'ai des points que je veux coter, ben, je peux toujours m'arranger pour utiliser ce mode-là, cotation de coordonnées, qui me donne les coordonnées x, y, z d'un point. Des fois, c'est requis. OK? Et ça fait pas mal le tour de ce que je peux faire pour créer des cotations. Maintenant, dans certains cas, comme ici, où je peux être intéressé à coter quelque chose comme ceci, et là, ça sort gris. OK? Ça sort gris parce que mon dessin n'est pas à jour. Modification a eu lieu. J'ai un update ici que je n'ai pas relevé. Donc, si j'update, mon dessin est à jour, mais ma cote est rendue mauve. Parce que la cote a été faite sur un dessin pas à jour. Quand je fais le dessin à jour, ma cote est déconnectée de mon dessin. Je vous en ai parlé un petit peu, je crois, la dernière fois. C'est-à-dire que vous avez une série d'options ici qui vont vous servir à reconnecter votre cote. Donc, celle-ci sert à rediriger. En fait, rediriger me permettrait aussi de dire, OK, je prends cette cote-là, puis je la fais fonctionner d'ici à là, hein, si ça me tente. OK, ça peut être ça, là, rediriger. Mais dans ce cas qu'on avait, si je reviens là, OK, ce serait plutôt de dire, OK, je vais rediriger cette cote-là de manière à ce qu'elle s'accroche sur cette ligne-ci et sur la ligne sur laquelle elle devait être, donc là-dessus. Donc, ça redevient noir. Si maintenant, toujours pour cette pièce-là, j'ai besoin de coter quelque chose comme ceci. J'ai intersection de deux lignes d'attache, ce qui est permis. Ce qui, par contre, dans certains cas, peut être clarifié, surtout si je n'ai pas beaucoup d'espace et que j'ai un certain nombre de ces lignes-là qui se croisent dans le temps. À un moment donné, je peux décider d'en garder une complète et de raccourcir. OK, je fais une simulation là, juste pour... ça n'a pas d'allure, mais juste pour être capable de montrer
mon point, donc j'accepte ça, ici, puis je m'en fais une autre, ici par exemple. Bon, pour un besoin quelconque, ben, j'ai à côté comme ça, puis là, mes lignes sont coupées 3 fois, là. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, OK, je vais rajouter ici les interruptions. Clic. Donc, sur cette ligne-là, je vais couper d'ici à là. Sur cette ligne-là, je vais recouper d'ici à là. Sur cette ligne-là, je vais couper d'ici à là. Donc, je peux faire ça. Si éventuellement, je me rends compte que celle-là n'est pas forte et que je veux accoter ailleurs, ben, je peux peut-être venir enlever l'interruption ici. Parce que vous ne laissez pas des trous s'il n'y a plus de cote. Okay? C'est pour ça que je vous disais, le dessin, c'est long. C'est long. Et c'est d'autant plus long quand vous ne connaissez pas vos options. C'est pour ça que je vous les montre, que vous sachiez au moins ce qui se fait. Savoir ce qui se fait va au moins vous permettre de le chercher. Si vous ne savez pas ce qui se fait, ben, vous le chercherez. Ça va juste prendre plus de temps. Et quand vous me demanderez, hey, on fait ça comment? Je n'ai parlé dans la vidéo. Okay, juste des fois. C'est une autre histoire, ça, les datums. Les datums et les tolérances géométriques qui sont ici, vous seront, bien évidemment, avant de mettre vos cotes, ça serait une bonne idée de mettre vos datums. Parce que c'est là que ça devrait partir. Puis après ça, vous allez voir qu'est-ce que vous voulez faire. Bon, datum là-dessus. OK? Ou là-dessus. Ça se déplace sur un datum. De façon générale, sur un datum, OK, en supposant que c'est un A, vous faites vos datums avec une norme ASME, OK, qui ressemble à la ISO. Vous avez habituellement, attendez un peu, 5 points, les vues. Ah non, c'est sur les cotations 3D que vous avez le loisir de mettre ça en angle. De façon générale, ici, vous allez faire ça assez automatiquement de perpendiculaire. Si tu veux faire ton datum sur la tolérance géométrique, bien, première des choses, il va falloir, ben, ça dépend toujours là, du contexte. J'essaye de faire quelque chose là, en supposant que ça a de l'allure, parce que je ne suis pas kingpin de tolérance géométrique. Supposons que d'abord, j'ai besoin de coter mon diamètre ici, que ce diamètre-là va être associé, parce que là, on ne passera pas une tonne d'heures là-dessus, parce que je sais que vous allez avoir plein de cours pour le faire, mais vous avez un outil de tolérance géométrique qui vous donne la possibilité de déterminer ce que vous voulez avoir, donc une position par exemple, par rapport à une valeur diamétrale qui va avoir été réglée à 5 millièmes, pas 0.05, mais plutôt 0.005. 5 millièmes par rapport au datum A, au datum B et au datum C. Donc, supposons qu'on ait ça pour partir, puis qu'on le mette comme ça. Et que maintenant, ce nouveau trou-là dans la pièce devienne le datum D. Quelque chose comme ça? Dont tu parles? Qu'est-ce qui devrait être à ce moment-là? Oui, ça ici, là? Attends un petit peu. On va dire que l'on veut à ce moment-là, là-dessus, un peu. Là-dessus, je voudrais avoir une perpendicularité à l'intérieur de 2 par rapport au A qui est la face qui est ici.
Ça aurait de l'allure. En tout cas, je pense. Donc, dans un cas comme ça, première des choses que j'aurais à faire est de flipper. Puis là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré de ça, mais en sélectionnant par le cercle, vous pouvez relocaliser votre sélection. OK? Vous pouvez changer la forme pour n'avoir aucun symbole. Et là, ce que ça m'intéresserait de faire, c'est d'obliger cette ligne-là à être perpendiculaire à la boîte. Et je ne sais pas si je l'ai. Donc, j'ai pas ça. Si je m'en viens ici, j'ai une option. Si je m'en viens là-dessus, c'est sûr que je peux toujours faire ça, là. OK? Avec le chiffre, par contre, là, pour être sûr d'arriver là où je veux. Puis je m'arrange pour avoir d'escabeau, puis je suis ici, puis je ramène ce point-là. Comme ça, je devrais être capable de me détacher un peu. Est-ce que je peux? Non, je peux pas me détacher. Donc, il faut que je le fasse comme ça. Personnellement, c'est là où j'arrêterais, là, dans le sens où je connais pas d'autres trucs pour faire ça. Mais il y en a peut-être. Je suis sûr que votre prof de DC1 pourra vous donner tous les trucs nécessaires pour ce genre de choses-là. Mais c'est pas si mal. On commence par relocaliser le point d'attache autour de la boîte. Après ça, on s'accroche là-dessus, on enlève le symbole. On peut faire quelque chose. Il faudrait à un moment donné que j'en fasse beaucoup, là, mais c'est pas arrivé. J'ai jamais eu à faire des dessins cotés mur à mur avec des tolérances géométriques. Puis c'est la seule façon d'en faire. J'ai fait d'autres types de cotations, mais celle-là, j'en ai pas fait des tonnes. OK? Donc, tolérance géométrique, des tomes, vous avez ça là-dedans. Dans ces possibilités-là, dans le fond, ce que vous allez utiliser souvent, c'est ça ici. OK? Créer une interruption ou enlever l'interruption. Il y a des fonctions là-dedans que je n'ai jamais employées. Par exemple, ici, c'est des cotations techniques, ou je ne sais pas trop quoi, que ça s'appelle des composants technologiques. Un jour, je trouverai quelqu'un qui pourra m'expliquer ce qu'est le composant technologique, puis qu'est-ce que ces cotations-là servent à faire avec. Mais pour le moment, c'est le noir total. Donc, je m'en excuse. Mais je pense que je vais pouvoir rouler sans ça aussi pour un petit bout. Après ça, OK. Pour la prochaine, je vais me faire une nouvelle pièce. Je vais extraire sa vue par contre ailleurs. Là. Je vais me faire une vue ici. Ah oui, c'est vrai. Je vais me faire une vue ici. On va dire que je me crée un nouveau fichier de ce genre-là, un nouveau part de ce genre-là. Et que dans ce part-là, je vais me faire une géométrie X là, qui va être clic, clic, clic. Je ne veux pas que ce soit très compliqué, mais je veux que ça ait certains détails pour vous montrer l'usage qui s'en vient. OK, c'est ma géométrie. Je me donne la peine de coter comme j'aimerais voir mon dessin coté. Si je connais ça, je connais ça, je connais ça. OK, puis lui, il me reste à le localiser ici. Coïncident. OK, c'est ma pièce. On va dire que j'ai tout ce beau monde-là, que je mets ça ici, que je mets ça à peu près là, à peu près là, à peu près là, semblable ici, semblable là. OK, ce qui s'en vient, s'applique pas à tout, mais là où c'est applicable, ça peut peut-être valoir la peine de l'exploiter. Donc, je reviens sur mon dessin et je ressors une vue orthogonale de mon part 8 selon cette face-là. Ça apparaît de même. Je clique là-dessus. Ça va être la vue de face de ma pièce. J'efface le nom.
Et j'ai ceci, la ligne d'axe est sortie, j'ai mon système d'axe dans le coin, youpi, tout ça est là. Et j'ai ici la génération de cotes qui peut, clic, OK, me redonner une grosse partie de ce que j'ai besoin, proprement localisé, déjà en partant. Sauf que quand vous générez les cotes, ça sort en vert. Pas grave, ça va s'imprimer en noir. C'est juste que si vous vous êtes donné, puis comme je vous ai dit, ça ne marche pas avec tous les types de pièces. Mais, par exemple, dans le cas du gasket, okay, le gros de ma pièce, c'est une forme qui vient d'une esquisse. Si je fais toutes mes cotations dans mon esquisse, que je sors ma pièce, puis que je refais le dessin après ça, puis que je ressors toutes mes cotes, je travaille 2 fois pour mes cotes. Donc, ça peut valoir la peine que, quand j'ai fini mon modèle, que je sais qu'il est complètement contraint, que je retravaille les dispositions de mes cotes et que je les extrais. Puis, je peux encore travailler avec, là, mais c'est juste que j'en ai une partie de faite. Puis là, je me rends compte que quand j'utilise ça aux dimensions qui m'intéressent, ben, c'est peut-être pas exactement comme je le veux parce que c'est trop proche, trop loin, et ainsi de suite. Puis, je sauve du temps. Si je fais 80% de l'ouvrage, si je fais 50% de l'ouvrage, je sauve du temps. Comme je vous l'ai dit, la cotation, c'est long. Et c'est malheureusement un mal nécessaire parce que le modèle 3D, il existe, on l'a fait, la pièce. La cotation, c'est juste de l'information qu'on donne en plus qui, malheureusement, est nécessaire, mais qui ne rapporte pas d'argent. Ça va juste avec l'ouvrage. Si je peux couper du temps pour réussir à donner la même information, ben, yeah. Oui? C'est juste parce que ça n'a pas été long. Génération de cotes. Clic, c'est apparu. OK? Et vous avez là-dessous une autre fonction, mais que je pourrais juste vous montrer avec, en fait, vous avez la génération de cotes une à une. Donc, si je fais clic, puis que dans le fond, là, il faut que je fasse clic pas mal. Je sais pas jusqu'où je peux. Puis tu fasses sélection, génération de cotes. OK. Clic, 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 clic. Oups, non, regarde, ça va être plus vite comme ça. Donc, si je prends la génération pas à pas, ben, j'ai pas. Ah boy! OK. Là, par contre, il travaille sur toute la génération de toutes les cotes, de toutes mes vues. Donc, si la pièce n'a pas été faite en conséquence, ben là, ça me donne tout ça. OK? Ce qui n'est pas le but. Bon. OK. Autre petite information de dessin qui peut être utile. Dans ce format-ci, okay, le format de départ que je vous donne, il y a une feuille dans laquelle j'ai extrait des vues. Il y a aussi une feuille de détail. La feuille de détail comporte 2 ou 3 informations, là, dont une table pour être capable de monter une liste de pièces et un ballon pour un contexte d'identification de détails dans une configuration de dessin d'outillage que j'ai utilisé tantôt là, quand je présentais le dessin d'assemblage via le bearing support. Mais, qu'est-ce que sont ces objets-là et comment on les utilise et à quoi ça sert? Supposons qu'on prenne celui-là juste pour expliquer comment ça fonctionne et que je sois intéressé à identifier, pour une raison X, là, quelque chose dans chacune de mes vues qui est là. Ce que je vais pouvoir faire avec un détail, c'est de reproduire la géométrie contenue dans le détail là où je le désire. Donc, j'active cette vue-là, elle est en rouge. Je m'en viens ici chercher la fonction nouvelle instance de composant 2D. Ce qui va me demander, dans un premier temps, de passer à la feuille de détail et de sélectionner la boîte qui m'intéresse. Ou le détail qui m'intéresse. Clic. Ça me ramène dans la vue où j'étais et ça me donne le détail. J'ai la possibilité de l'éclater ou de garder les liens, de grouper, de pivoter, en tout cas différents choix
Quand je suis content, je clique quelque part dans la boîte et je peux, dans certains cas, éditer. Pas toujours. OK? Si je veux le réutiliser ici, je m'en viens là, j'active ma vue, je viens rechercher la même fonction. C'est sûr que je peux retourner dans la feuille de détail et venir sélectionner ici. Clic. Mais j'aurais très bien pu venir chercher le détail qui est ici et l'amener là, ce qui aurait fait la même chose. OK? Maintenant, comment est-ce que je fais ces détails-là? Ça me prend une feuille de détail. Si la feuille de détail n'existe pas, je viens insérer dans mon dessin un calque de détail. OK? Donc, cette feuille-là doit être faite pour ça. Donc, ça me prend un calque de détail. Dans ce calque de détail-là, je crée une nouvelle vue. Je peux juste avoir une géométrie ou un ensemble géométrique par vue. Donc, j'active cette vue-là. Je dessine ce que sera mon détail en fonction de ce que je veux bien faire. Donc, supposons que je m'en vienne ici, puis que je veuille un détail qui a une forme d'oblong. Clic. OK, c'est mon détail. Et que sous cet oblong-là, j'y mets un texte qui dit « Allô ». Donc, je viens de faire un détail qui s'appelle « Allô ». Si j'ai besoin de ça maintenant dans mon dessin, peu importe la page, parce que si j'ai besoin de faire une nouvelle page, je vous ai montré ça la dernière fois, je vais insérer dans mon dessin un calque, puis un nouveau calque qui va porter un nom que je peux renommer après, mais je retrouve tout ça, puis si c'est nécessaire encore d'aller chercher le nouveau détail que je viens de créer dans cette vue-là, ben je m'en viens insérer une nouvelle instance de composant 2D, je m'en vais le chercher dans ma feuille de détail, je viens chercher mon Hello et je l'ai ici. Si je reviens là, je n'ai besoin aussi dans cette vue-ci. Je m'en viens chercher dans ma feuille de détail mon Hello et je l'amène là. Sauf que, rendu ici, je voudrais plus qu'il s'appelle Hello. Je voudrais qu'il s'appelle Bye Bye. Donc, je clique sur le Hello. Et je viens de retomber dans la feuille de détail. Si je reclique là-dessus et que j'appelle ça Bye Bye, ben c'est changé pour Bye Bye. Dans la feuille de détail, c'est changé pour Bye Bye ici, mais c'est changé comme Bye Bye ici. Ce que je voulais peut-être pas, celui-là, je le voulais Hello. OK? Dans ma première feuille, par contre, j'ai inséré ceci. Generic Detail Name, XX Required, Material, Hardness. OK? Sauf que sur ma feuille Calque 5, je voudrais aussi insérer ceci. Sauf que une fois inséré, je voudrais être capable de dire que ça, c'est mon détail 3, que ceci s'appelle base, que j'en ai une de requise, que ça doit être fait d'AISI 1040 en étant HRC 4045. OK? Mais je veux pouvoir insérer ça là, puis arriver à côté, dans une nouvelle vue, de venir réutiliser le même détail. Oups, il faut que ma vue soit active. De venir réutiliser le même détail, de dire à côté que ici, ça va être mon détail 4, qui va s'appeler Blue avec n'importe quel cossin, puis que je vais changer ça, puis que celui-là ne sera pas touché. Donc ça se fait. Il faut juste savoir le faire. Comment est-ce qu'on le fait? On crée notre détail, comme il a été fait. On insère le texte qu'on veut avoir. Et quand le texte est là, aux bonnes dimensions, à bonne position, et ainsi de suite, on s'en vient dessus. Bouton de droite, modifiable dans l'instance. Clic. Ça ne paraît pas. Ça a été fait, mais ça ne paraît pas. Ce qui va me permettre, quand je reviens ici, de venir dire que Bye Bye, c'était pas Bye Bye, c'était Bye Bye.
que quand j'arrive ici, ben, j'ai encore bye-bye. Donc là, je viens de dissocier mon texte dans chacune des instances de ce détail-là que j'ai inséré. Et ça, la seule façon de le faire, c'est ici que ça se passe. Dans le calque, quand vous créez votre détail, vous devez, lorsqu'il n'est pas défini comme tel, attendez un peu, c'est pas ici, c'est dans le calque de détail. Donc, vous devez, quand il n'est pas défini comme tel, venir demander à ce qu'il soit modifiable dans l'instance. Okay? Puis à ce moment-là, ben, vous pouvez réutiliser vos détails à la grandeur de votre dessin. Okay? Souvent, ce qui va arriver pour des détails semblables, parce que ce genre de choses-là, la forme de parts list, les tags que vous avez à mettre sur différents dessins, dépendant de ce que vous êtes en train de faire, tout le monde utilise la même chose. Donc, on fait un catalogue de détails 2D. Puis à ce moment-là, vous allez chercher vos items dans le catalogue, vous insérez dans votre feuille de détail, vous les éclatez. Donc, tout ça se fait. Okay? Mais ce sont des outils qui existent et qu'on va vous présenter le jour que vous travaillerez pour une boîte qui a tout utilisé ça, là, que tout le monde utilise. Là. Vous allez ouvrir le dessin, tout va être dedans. Là. Donc, c'est juste au moins pour que vous puissiez reconnaître les choses, puis, OK, vous ne saurez peut-être pas les utiliser idéalement en partant, mais au moins, vous savez un peu qu'est-ce qui est fait, puis vous demandez, vous posez quelques questions, on va vous l'expliquer. Et à la question, on vous a-tu déjà montré c'était quoi des détails? Ben, j'espère que vous pourrez répondre oui, on m'a montré, je n'ai pas compris, mais on m'a montré ce que c'était. OK? Question? Ça va là-dessus? Je vous l'ai dit, il y a plein de cossins dans le drafting. C'est pour ça que la semaine passée, on a fait un méchant paquet, puis là, on a déjà une petite heure et quart de fait, là, puis il y a encore d'autres choses. Là. On est juste dans le drafting toujours. Bon. Donc, au niveau des options qui sont là, on a vu les détails, on a vu tout ça, on a vu les tolérances, on a vu les cotations, on a arrêté là, ça va, composants technologiques, on oublie ça parce que je sais pas à quoi ça sert. Ça. OK. On va donc dire que le drafting de base est fait. Maintenant, je vais fermer du monde parce que là, on va parler d'un cas plus particulier qui est le cas du dessin d'assemblage. Donc, je vais rouvrir un nouveau fichier à partir du même CAD Drawing. Et là, je vous ai montré comment mettre les pièces ensemble, arriver à l'assemblage que finalement on avait ici. OK, en réutilisant là, les contraintes d'assemblage et tout ça. Maintenant, je veux faire le dessin de cet assemblage-là. Ce dessin-là, il faut lui faire attention parce que si vous n'y faites pas attention, dépendant du dessin d'assemblage, là, je vais focusser sur un dessin d'assemblage type outillage. Parce que dans un dessin d'assemblage type outillage, pour en faire rapidement un exemple de forme, ben, il va vous être demandé d'abord de sortir les vues de l'assemblage. Donc, supposons qu'on s'en vient ici, puis qu'on met ça là, puis qu'on met ça. Propriété 1,5. OK, donc j'ai ma première vue. J'ai mes vues orthogonales. Et j'ai une vue ISO assemblée. Comme ceci, que je vais mettre dans le coin. Propriété 1,5. Texte. Isometric. 1/4. Pas d'autre texte ici, ici, ici. Et ça commence comme ça. Avec possiblement, dans une vue dédiée, parce que ça va tout le temps mieux pour la relocaliser, une liste de pièces que vous pouvez trouver dans votre feuille de détail. Comme ceci. Clic. On débarque le nom. On vient... En fait, ça ne sert à rien de la localiser tant que vous n'avez pas fini de remplir votre table parce que ça va bouger dans tous les sens. Donc, vous remplissez votre table. Si votre table, elle vous demande, parce que dans ce cas-ci, on a besoin de 7 pièces, j'ai juste 4 lignes. Donc, vous pouvez venir ici, insérer une ligne, puis insérer une ligne, puis insérer une ligne,
insérer une ligne. Puis vous avez une table plus grande, OK, qui est quelque part dans votre feuille et qui est réapparue là, que maintenant peut-être vous allez pouvoir mieux placer parce que vous avez toutes les lignes que vous avez besoin. Puis tout ça, là, ça peut s'organiser mieux que ça, là, avec un système d'axes, un référentiel. Mais mettons que pour tout de suite, là, ça fait le job. OK, j'ai ça de même, puis là, après ça, je remplis mon contenu. Donc, première page, les vues de parts list. OK? Si c'est bien complexe, puis j'ai 50 morceaux, que j'en ai 80, que j'en ai 150, première page, parts list, habituellement. Deuxième page, parts list encore, peut-être. Ça peut arriver qu'on ait bien des pièces. Puis après ça, on va sur les vues d'assemblage. OK? Si mon parts list prend toute la place, parce que j'ai beaucoup de pièces, je ne mettrai pas de vue orthogonale, mais ça se peut que je mette l'isométrique aussi. Dans la première vue, au moins pour dire, OK, j'ai un énorme parts list, mais ça va avec cet outil-là. Donc, on le reconnaît de la première page. OK? Maintenant, ça va me prendre d'autres pages. Je m'en viens insérer dans mon dessin un nouveau calque. Donc, j'ai une page qui va devenir éventuellement propriété, feuille. En fait, ça devrait être sheet 2. OK, 2. OK, donc ça s'appelle sheet 2 comme celle-là devrait s'appeler. Propriété. Il faudrait que j'anglicise les derniers textes de ma feuille. Donc, sheet 1, sheet 2, feuille de détail à la fin. OK? Bon. À la feuille 2, je veux commencer à faire les dessins de détail des pièces de mon assemblage. OK? La première page m'a servi à donner l'identification, parce qu'il va falloir que je rajoute à ça des ballons, que j'identifie les pièces sur le part list, Et à la deuxième page, dans ce cas-ci, je vais commencer à donner les vues de détail, parce que dans un dessin d'assemblage, j'ai un seul CAD drawing qui me donne l'arrangement de l'assemblage final, qui est d'outils, et après ça, dans les pages qui suivent, tous les dessins de détail de toutes les pièces qui ne sont pas standards. Je ne coterai pas une vis, je ne coterai pas un washer ou une patente du genre, à moins que j'aie besoin de faire une notch dans le washer pour quelque chose, à moins que j'aie besoin de couper une face à angle sur ma vis, ce qui arrive. OK? Mais une pièce standard, c'est une pièce standard, elle apparaît dans le part list, mais une pièce standard modifiée devra donc être cotée, ou une pièce que j'ai eu à fabriquer devra donc être cotée. C'est là que ça se joue. C'est que quand va venir le temps sur la feuille 2 de sortir les vues de ma base, tantôt j'ai ouvert ma base toute seule. Et je pourrais, si je le décidais, dire, OK, je reviens dans mon dessin et je vais présenter la vue de face de ma base à partir d'ici, comme ceci. Parce qu'il y a beaucoup de détails, ça se peut que je n'utilise pas une échelle 1/2, mais que j'aille peut-être chercher une échelle 3/4 par contre, pour avoir la place à la mettre. Donc 3 et 4. Et première chose, OK, quand vous allez présenter la vue de cette pièce-ci, elle doit être orientée comme elle apparaissait dans l'assemblage. OK? Obligatoire. Il ne faudrait pas que je présente la vue de cette pièce-ci comme ça, la même pièce. Avec un minimum de logique, on va comprendre que c'est la même pièce à l'envers. C'est une erreur. C'est de même que ça doit être fait. OK? Donc, ça, on n'y pense pas. On présente comme l'assemblage nous la présentait. Première des choses. Là, j'ai fait l'extraction de la vue à partir de ce fichier-là. D'accord? Vous avez dans Fichier une option qui s'appelle Bureau. Vous avez déjà vu ça? Le bureau vous permet de savoir quels sont les liens entre les différents fichiers qui sont ouverts dans votre session de travail. Donc, si je fais le bureau présentement, ce que je vois, c'est que j'ai un CAD drawing qui a un lien vers mon assemblage, CAD Product, et sur lequel je viens de créer un lien vers la base. OK? Je reviens sur mon drawing
Et je vais aller extraire sur une autre feuille. Donc, on va faire insertion, dessin, calque, nouveau calque. Donc, ce sera feuille 3 éventuellement. Et je veux sortir ici la vue de face de mon couvercle. OK? Donc, mon couvercle, je vais venir ici, fenêtre, je vais aller dans mon assemblage. Et je veux sortir la vue de face de juste cette pièce-là. Sauf que si je clique là-dessus, vous savez ce qui va se passer. Je vais sortir la vue de l'assemblage. C'est pas ça que je veux. Je veux juste cette pièce-là. Et je peux le faire. Je sélectionne le couvercle dans l'arbre. Et je viens sélectionner la face que je veux utiliser pour mon couvercle. Clic. OK? Et là, cette face-là, je ne veux pas nécessairement la présenter de même parce qu'elle est à l'envers par rapport à ce que je veux. Donc, c'est sûr que je peux lui donner, à partir d'ici et en dessous de ça, petite rotation. Ben, en fait, ça va aller plus vite de faire clic, clic. OK, je vais présenter mon couvercle comme ceci, parce qu'en réalité, il devrait être à angle. OK? Sauf que ça va me prendre une place que je ne veux pas, ça va me donner des drôles de vues à angle. Donc, ce que je vais préférer faire, c'est dire peut-être, OK, quand j'étais comme ceci, là, j'avais quoi comme angle? J'avais entre cette ligne-là et cette ligne-là, je veux pas une distance. C'est pas ça que je voulais, c'était ceci. Donc, entre cette ligne-là et cette ligne-là, j'ai un angle de 51 degrés exactement. Parfait. Donc, quand je présente cette pièce-là à plat, ça veut dire qu'elle a été pivotée de 51 degrés dans le sens anti-horaire. Donc, quand je vais arriver ici, je vais rajouter, en fait, je vais scraper ce texte-là, mais je vais marquer View Rotated 51 degrees counterclockwise. Et ça risque d'être 250. Et ça va être mon autre pièce. OK? Et cette pièce-là, cette vue-là, a été extraite de mon CAD Product. Si je reviens sur mon bureau, bien, je vois que mon dessin ici n'a pas de lien vers le cover. Il y a un lien vers le base.cadpart à cause de l'autre vue que j'ai sorti. Puis il y a un autre, mes liens restent juste entre le CAD Drawing et le CAD Product. Et c'est comme ça qu'on devrait monter le dessin. Ce qui veut dire que dans cette feuille-ci, cette vue-là, on la scraperait et on viendrait ressortir la vue de face à partir du produit en disant que de la base, je vais ramasser cette vue-là que j'ai ici, ce qui va m'amener à un bureau qui me présente. Alors, mon bureau n'a pas été actualisé. On va fermer ça, puis on va rouvrir le bureau pour me montrer maintenant qu'il n'y a plus de lien qui existe entre le drawing et la base. OK? C'est comme ça qu'on veut monter ça. Comme ça, si ça arrive à un moment donné, pour une raison quelconque, je suis obligé de remplacer ma base par un fichier qui s'appelle nouvelle base. Je vais rentrer ça dans le produit, je vais faire un update du produit, je vais faire un update du dessin, le dessin va connecter sur le produit, ça va s'updater, ça va me montrer mes nouvelles choses, il y a des codes qui vont sauter, c'est sûr, mais je vais être capable de faire de quoi. Alors que si j'ai des vues qui sont faites sur la base en plus, je vais probablement tout recommencer. Donc, c'est juste une question de fonctionnalité, cette affaire-là, de faire ça correctement. OK? Maintenant, fenêtre, drawing. Une grosse pièce risque de prendre une feuille. Une petite pièce va prendre une partie de feuille. Et là, je ne veux pas avoir autant de feuilles que j'ai de pièces. Des fois, j'ai des pins qui font 1,5 pouce de diamètre, 2 pouces de long. Je peux en rentrer une coupe ça dans une feuille de format A0 qui est grande de même. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est dire, OK, je vais entrer plusieurs représentations de pièces différentes dans la même feuille.
Donc, on peut dire, supposons que j'ai ceci comme vue de face et que je vais chercher la vue de dessus associée. Et peut-être parce que j'ai à usiner ça, ben, j'ai-tu besoin d'avoir les détails? Non, je n'ai pas besoin de la vue de dessus. Supposons que je marche avec ça, mais que j'ai d'autres choses à faire. Il pourrait, dans un contexte comme ça, être intéressant de créer une nouvelle vue, quelque part, pas de nom, que vous pouvez en fait presque placer comme ça, parce que ça va être pratique de pouvoir y accéder de temps à autre, et de venir créer dans cette vue-là des lignes. Donc, cette pièce-là va se limiter à cet espace-là. J'aurai besoin de créer une autre pièce ici, une autre là, sauf que celle-ci, elle va être petite et j'ai de la place peut-être pour faire quelque chose comme ça, à travers ma vue. Donc, je m'arrange à ce moment-là pour avoir des lignes qui vont délimiter les différentes sections assignées à chacune de mes pièces. Si ça me tente de faire du style, c'est pas obligatoire d'avoir nécessairement avoir nécessairement contact ici. Ok, vous pouvez faire ça de même. Ici, vous pourriez faire ça comme ça. Ça peut y aller. On a une certaine latitude là-dessus, mais c'est surtout pour séparer les objets. Et là encore, si je dis OK, là j'ai présenté mon dessus, je suis intéressé dans cette zone-ci à venir créer la vue de face. Là, je présente mon assemblage comme ça. J'ai pas bien le choix. Si je veux donner la dimension de mon spacer, de venir commencer par quelque chose, oups, excusez, pardon, de venir commencer par quelque chose qui ressemblerait à ça. Ok, je suis comme ça, ouais, comme ça. Je la présente de même, ouais, ok. Puis là, après ça, je viens sortir la vue orthogonale pas comme ça. OK, et évidemment, dans celle-ci, en fait, si je veux être fin, je vais ramasser ça, CTRL-C, celle-ci, CTRL-V, je ramasse ça, je mets ça encore, comme ça, et je fais disparaître les textes que j'ai pas besoin, comme ça. OK? Puis là, peut-être que je reviens dans ma vue, je clique ici, puis je dis, ouais, ben en fait, ma pièce est plus petite que je pensais, donc j'aurais pas nécessairement besoin de cet espace-là. Je peux faire ça, puis risquer de rentrer une autre petite pièce ici. Puis je vais faire mon choix des pièces en fonction de l'espace que j'ai, puis si j'ai de la place, je vais sur celle-là, puis sinon, je vais s'en faire à côté. OK? Mais dans tous ces cas-là, il me sera nécessaire, quelque part, de venir identifier de qui je parle. Et c'est là que, dans l'une des vues de ma pièce donnée, ben, je viendrai insérer la feuille de détail, une information comme ça. Dans celle-là, je viendrai insérer une information comme ça. Si j'ai une autre vue, quelque part ici, je viendrai insérer une information comme ça. Et j'aurai des ballons comme ça qui identifieront chacun de mes noms de détails, qui me diront combien j'en ai besoin, qu'est-ce que le matériau employé, ainsi de suite. OK, c'est ça l'idée. Pardon? Oui, on met des cotes. C'est sûr qu'après ça, quand j'arrive ici, c'est un dessin de détail que je fais, mais c'est que je fais plusieurs dessins de détail sur la même feuille. T'sais, quand j'arrive pour cette pièce-là, c'est sûr qu'il va falloir que je donne sa longueur. Il va falloir que je donne la largeur ici. Il va falloir que je donne la distance ici. Il va falloir que je donne la position par rapport à la base de ce trou-là, peut-être. La position
par rapport à la base de ce trou-là. Qu'en faisant ça, je me rends compte que... Oh, qu'en faisant ça, je me rends compte que cette cote-là a besoin de se retasser de ce bord-ci, qu'il faut que je vienne coter ça par rapport à ça peut-être. OK, que ça va se produire 2 fois, donc que je vais venir débarquer ça, mettre ça là, mettre 2x là-dessus pour pas avoir à faire des cotes redondantes, sortir ça à l'extérieur si c'est nécessaire, ou si c'est pas le cas, cliquer sur la flèche pour les envoyer à l'extérieur, ce que je peux faire aussi. Ensuite de ça, j'ai un diamètre à aller chercher là, que je vais coter quelque part où j'ai de la place, que j'ai utilisé 2 fois, OK. C'est ça, là. C'est ça, faire la cotation. Puis là, j'arrive ici, puis je cote mon épaisseur. Okay. Ça serait le dessin d'assemblage d'un assemblage nécessaire pour faire un outil. Donc, première feuille, si ça se présente, vue parts list, avec des ballons. Il me reste ça à montrer aussi. Des ballons, le part list. Après ça, je commence mes vues de détail où je sors tout ce que j'ai besoin, je fais mes cotes. Puis si j'ai besoin de plus qu'une feuille, ben j'arrive ici. Si j'ai besoin d'entrer quelques pièces dans une feuille, je dois séparer si je veux clarifier mon information. Puis on finit par finir. OK? Maintenant, j'avais sauté là-dessus, mais on y revient. Sur cette feuille-là, où j'aurai mon part list, ou en tout cas sur la feuille où je présente mon assemblage et où je dois être capable d'identifier en fonction de mon part list qui est quoi. Je dois rajouter des ballons. OK? Et ces ballons-là peuvent avoir été faits n'importe comment ou vous pourriez les faire n'importe comment. C'est juste que faire quelque chose n'importe comment quand vous avez 6 pièces, c'est pas vraiment un problème. Faire quelque chose n'importe comment quand vous avez 150 pièces, ça peut le devenir. OK? Parce que il existe des règles par rapport à la création de ces ballons-là. On sait d'abord que il existe un outil pour faire des ballons de façon manuelle. OK? Donc, si je clique ça, puis que je clique ça ici, puis que je m'en viens là, ben, je peux dire, bon, cet item-là, c'est l'item 2, parce que l'item 1, c'est d'autres choses. Donc, je peux faire ça manuellement. Sauf que, si mon modèle est simple, je pourrais dire, j'ai une série de pièces, puis je voudrais que mes ballons soient générés. Et j'ai un outil que j'ai écarté tout à l'heure, qu'il faut que je retrouve, parce qu'il est caché quelque part. Le voici. J'ai un outil qui n'est pas accessible ici, mais qui me sert à générer les ballons dans une vue. Donc, si je m'en viens là-dessus, OK, là, il devient accessible parce que j'ai quelque chose dans ma vue qui me permettrait de générer. Et si je clique là-dessus, ça me dit génération des cotes. Je m'en viens en dessous de ça, j'ai... Come on. Générer les numéros de pièces. Et si je clique, j'ai un message d'erreur qui me dit impossible de générer les numéros de pièces. Assurez-vous qu'un numéro est disponible ou est affecté aux composants d'assemblage. Donc, ça fonctionne. Sauf que pour l'utiliser, il faut revenir dans le produit. Il faut que dans l'histoire, en Assembly Design, dans les options qui sont ici, j'ai utilisé l'option qui s'appelle générer la numérotation. Donc, il faut assigner un chiffre ou une lettre à chacune des pièces. Le hic, c'est que les chiffres et les lettres, les chiffres ou les lettres, seront assignés en fonction de l'ordre dans lequel les pièces apparaissent dans le produit. OK? Supposons que je dise, OK, générer pour ce produit-là une série d'entiers comme ceci. Je n'ai pas de message de confirmation que ça a été fait tout ça, mais je viens de le faire, je sais que ça a été fait. Je m'en viens dans mon dessin. Je choisis d'afficher mes ballons dans cette vue-là, parce que c'est ça qui va être le plus parlant probablement. Je viens maintenant chercher cette option-là, et je fais générer les numéros de pièces, et il apparaît quelque chose. Chaque pièce va porter le numéro qui a été assigné
en fonction de l'ordre que j'avais ici. Le hic, c'est que c'est pas intelligent pour 2 cents, cette fonction-là. Ça m'a superposé des objets comme ça. OK? Et aussi, ben, il n'y a rien vraiment qui empêche que, si je manque de l'espace, qu'au lieu d'utiliser la cote 7 ici pour ce spacer-là, je veuille le faire pour celui-ci. OK? Si ça fait vraiment mon affaire d'envoyer le 7 d'ici à là, oui, je peux prendre ça, ramasser le petit losange jaune, puis l'amener là, puis l'amener là. OK? C'est pas intelligent, cela. C'est pas associé à la pièce, c'est juste là. Donc, c'est ce même juste là qui va faire que je peux décider de coter 7 ceci. Ou coter 7 ceci. Ou coter 7 ceci. Donc, il faut faire attention quand on travaille avec les ballons parce que vous pouvez scraper là, votre définition. Oui? Si on le faisait en isométrique, c'est pas mieux. Comme ça, On voit ça à certains endroits, pas toujours. C'est une technique qui est beaucoup associée à l'illustration, au dessin d'illustration. Moi, j'en fais faire. Okay? De côté par rapport à l'isométrique, j'ai un certain nombre d'assemblages qui est présenté comme ça, mais sur un dessin d'outillage ou sur un dessin d'assemblage industriel, on ne cotera pas sur l'isométrique de façon générale, on va coter sur les vues. Donc, il faut que vous sachiez le faire. Oui, l'isométrique peut être intéressant, mais là où on peut le faire. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est que, OK, j'ai eu quelque chose, mais il y a aussi une autre règle qui fait que, normalement, quand je cote un assemblage comme ça et qu'il y a suffisamment de pièces pour que ça vaille la peine de s'organiser, on va s'arranger pour aligner nos cotes pour pas que ça se promène trop, cette affaire-là. Donc, on va se donner la peine, dans notre dessin d'assemblage, de se créer quelques références. Possiblement une ligne là. Si ça se présente utile, on peut toujours s'arranger pour coter ou faire une référence parallèle à l'une des orientations de la pièce. C'est pas exclu. On commence par horizontal, vertical d'habitude, mais tu sais, je pourrais avoir quelque chose comme ça. À la limite, je pourrais avoir quelque chose comme ça pour travailler avec. OK? Bon. Donc, on va se faire des références. Et ensuite de ça, on va s'arranger pour tenter de coter nos pièces en les présentant de façon à ce que les ballons s'incrémentent de façon à être anti-horaire dans la représentation. OK? Donc, je voudrais avoir des ballons comme ça qui sont... Je vais cacher mes lignes. Cacher affiché. Cacher affiché. Et cacher affiché. Bon, je voudrais que mes ballons fassent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anti-horaires. Le problème que j'ai, c'est que toutes mes lignes se croisent, c'est le bordel le plus total. Je ne veux pas ça. Mais c'est comme ça que mes ballons devraient apparaître. Okay? Donc, si vous ramassez un dessin à un moment donné à éditer, qui a été commencé la semaine d'avant, qui a été commencé le mois d'avant, qui a été commencé 10 ans passés, okay? Et que vous avez une modification qui fait que vous remplacez une pièce par une autre pour quelque chose du genre, mais vous ne réinventez pas la roue. Ce dessin-là, il fonctionne déjà, il a été releasé, il est connu sous une certaine forme, vous laissez ça de même, puis vous modifiez en fonction de ce que vous avez entre les mains, puis on vit avec. Mais si vous créez votre premier dessin et que vous avez le choix de tout faire, ce que je vais vous expliquer va vous prendre peut-être une demi-heure, va peut-être vous prendre 2 heures de plus dépendant des pièces. Mais vous allez gagner énormément de temps à toutes les fois que vous allez rouvrir ce dessin-là et pas rien que vous, tous les gens qui vont travailler avec le dessin. Et je vous explique. J'ai cette pièce. OK? Si je cherche le numéro 7 ou si je cherche le numéro 2, c'est pas trop long à trouver. Si j'ai 90 pièces ou si j'ai 150 pièces, par exemple, et qu'au lieu d'avoir une vue où j'ai des ballons,
j'ai 15 vues pour présenter mon assemblage, puis j'ai des ballons un petit peu partout. Et que je cherche le numéro 83. Et si mon numéro 83 il est n'importe où, il faut que je regarde toutes les vues pour espérer trouver le 83 du premier coup. Puis ça se peut que je passe par-dessus, que j'arrive à la page suivante, puis que j'arrive à la fin, puis que j'ai jamais vu le numéro 83, puis je repasse à la première page, puis je refais mes vues. Et puis, à la deuxième, vous le trouvez. Puis ça se peut que vous passiez par-dessus assez, parce qu'il y a une petite vue cachée quelque part, puis ça prend une troisième shot. Vous perdez du temps. OK? Donc, si vous montez vos vues, ça pourrait être intéressant de penser que les ballons sont présentés de la façon suivante. OK, j'ai mes lignes de construction, je m'aligne, tout ça, mais au début, on n'a pas besoin de ça. Tout ce que j'ai besoin, c'est de coter dans l'ordre que je veux. Donc là, 1, la base, ça fait de l'allure, c'est ma grosse pièce, puis je peux accoter n'importe où. Là, 1. Ça, c'est bon. J'y vais en mode manuel. OK? Je vais donc avoir un spacer ici, qui va devenir pas 7, mais qui va devenir 2. Là, je peux avoir à ce moment-là mon couvert, qui serait ici 3. Je pourrais probablement faire un call sur le washer qui est ici, qui va devenir mon 4. Sur le boulon qui est ici, qui va devenir mon 5. Sur... je peux essayer de tout faire là-dessus, mais peut-être que c'est plus facile de dire, OK, je vais y aller sur le 6 pour le bearing. Et le 7, au lieu de coter ce que je vois mal ici, ben peut-être que je peux vouloir faire le 7 ici. OK, puis là, évidemment, avec mes lignes, ben, je rajoute les correspondances là, pour placer mes ballons correctement, puis je présente ça de même, anti-horaire. OK? Le faire à la main, c'est pas long. Puis là, ça me permet de passer d'une vue à l'autre, tu sais, puis là, j'arrive 7, 8, 9, 10, je passe à l'autre vue, je passe à la suivante. On le roule de même, puis de temps en temps, on réalise que, oups, j'ai peut-être manqué quelque chose où j'aurais eu plus de facilité à identifier. Donc, je vais venir rajouter un ballon. Puis là, c'est long, là. Mais dites-vous bien que ça va servir. Je viens rajouter un ballon comme ça va devenir le ballon 6, OK? Mais si celui-là devient 6, ça veut dire que je sors de ce mode-là. Puis je viens rééditer ça ici pour le mettre 7. Puis je viens rééditer ça pour le mettre 8, si c'est nécessaire. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que, une fois que tout ça va être fait, c'est correct, les vues vont présenter les ballons, mais c'est pas pour rien que je fais ça, il faut que ça suive le party list. Si je génère le party list présentement, OK, ben ça va suivre l'ordre que j'avais tantôt, puis ça ne ressemble pas à ça du tout. Donc, il devient nécessaire à ce moment-là de revenir dans le produit et d'aller voir ce qui se passe ici avec la petite fonction qui s'appelle Graph Tree Reordering, non, réorganisation de l'arbre, pardon. Donc, réorganisation de l'arbre, pour ce produit-là, m'offre toutes les pièces qui apparaissent dans l'arbre. Et c'est quoi que j'ai utilisé comme approche? J'avais la base en premier, parfait. En deuxième, j'avais un des deux spacers. Les spacers sont ici, j'en ai un là, puis j'en ai un autre qui est ici. On va coter la première instance. Donc, si je l'ai 20 fois ou si je l'ai 2 fois, je le place quelque part. Mais moi, j'aime bien garder mes objets ensemble. Je veux que ce spacer 1-là passe en dessous de la base. Donc, c'est sûr que je peux y aller avec la petite flèche vers le haut. Clic, 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 clic. Mais ça peut être long si j'ai 150 clics à faire. Je peux prendre l'autre mode aussi. Déplace le produit sélectionné, qui me permet d'arriver sur un spacer comme ça, d'utiliser ma fonction, puis de l'amener au-dessus de cette pièce-là. Ça va pas mal plus vite. Donc, mes spacers sont en deuxième position. Je les mets ensemble pour fonctionnalité quand je vais vouloir travailler avec le produit après. Troisième pièce, mon couvercle. Le couvercle qui est ici, je veux le monter un peu, clic, je veux le passer au-dessus du washer. Il est rendu là. Ensuite de ça, le washer, il est ici, c'est correct. Le boulon s'en vient là. Le bearing était l'autre objet. Je groupe mes bearings et je termine par le shaft. J'ai réorganisé ça, je fais OK. Tout ceci vient de s'indexer. OK? Et maintenant, fichier, on va l'enregistrer. Si vous travaillez ici à l'ENA, il n'y a pas un énorme gain parce que vous allez avoir, ben en tout cas, si vous utilisez ma feuille, ceci c'est une table.
Et il faut revenir dedans pour dire que cet item-là, c'est l'item 1, c'est l'item 2, oups, c'est l'item 3, c'est l'item 4, 2, que j'en ai besoin de 1, que j'en ai besoin de 2, que j'en ai, non, que j'en ai besoin de 1, que j'en ai besoin de 2, que j'en ai besoin de 4, et que ça s'appelle base, que ça s'appelle spacer, j'ai inversé mes quantités, que ça s'appelle cover, que ça s'appelle washer. Donc, le spacer, j'en ai besoin de 2, pas 3, mais 2, alors que le cover, j'en ai besoin d'1. Que, évidemment, tout ce beau monde-là, bouton de droite, propriété, je le veux texte, milieu centre, que je le veux possiblement à une hauteur de 100 millièmes, là, tout ce que je veux, donc ça ressemble à ça. OK, donc je monte ma liste à la main, puis à la fin, ben, il me reste ceci. OK, donc, si je le fais comme ça, à la main, j'ai pas un énorme gain à faire ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire d'aller réordonner les pièces, ça, parce que je vais le faire à mitaine pareil. À part le fait que je risque de retrouver dans mon arbre, dans le même ordre. Sauf que, il existe, et pour ça on est mieux d'avoir une vue à part, il existe la possibilité dans CATIA, quand vous êtes dans le dessin, que vous avez un assemblage, que tout est à jour, que tout est beau et correct, il existe la possibilité de venir insérer dans votre mode de génération une nomenclature, clic, qui va me demander de passer dans le produit pour sélectionner ce que je veux utiliser et qui va me demander aussi d'indiquer à quel endroit je vais avoir le part 6. OK? Il est pourri le part 6. Je l'aime pas. OK? Il n'est pas formaté, il prend de la place, il y a 36 000 cossins et ainsi de suite. Sauf que j'ai quand même un part 6. Ce qui me permet de prendre ça pour au moins me guider quand je remplis ça. Première des choses. Je l'utilise pareil. Mais, ce qui va arriver surtout, c'est que l'information, elle est là. OK? Même si le parts list offert par défaut dans CATIA n'est pas employé par personne, je crois, tout le monde utilise l'information parce que l'information réside quelque part d'un fichier d'indexage qui a été généré, là, et on extrait cette information-là et on se génère un part 6 de la façon qu'on le veut. Donc, Pratt fonctionne comme ça, Bell fonctionne comme ça, et ainsi de suite. Donc, pour eux, ça va être important que vous arriviez dans ce produit-là et que vous réorganisiez vos pièces selon l'ordre du part list. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous partez un dessin à partir de rien, okay, vous êtes responsable de ce nouveau dessin-là qui vient d'être créé, ben, donnez-vous la peine de faire cet exercice-là, de placer vos ballons correctement, de faire le tour de vos vues, de vous arranger que ce soit clean, ça va vous prendre du temps. Et une job de ballon m'a déjà pris plus qu'une heure là, parce qu'il y avait suffisamment de pièces, ça fait qu'il fallait que je place mes vues d'abord, puis après ça que je vienne placer mes ballons, ça m'a pris du temps. Mais une fois que ça a été fait, c'est fait. Puis tant que ce dessin-là reste en vie, bien, il y a déjà une partie des ballons qui sont placés. Donc, quand je cherche le ballon 83, bien, il y a des chances que je le trouve dans la gang qui est entre 78 et 87. C'est ça qui est plus simple. Puis vous seriez étonné de savoir comment souvent un dessin va être regardé. Donc, c'est pour ça que 1 heure pour vous, plutôt que perdre 10 minutes par individu ou 5 minutes par individu pour flipper des pages ou passer à travers un fichier électronique, ça a l'air pas grand-chose, mais il y a pas mal plus que 12 personnes qui vont regarder le dessin. Je garantis ça. Donc, le 5 minutes x 12, c'est l'heure que vous venez de passer. OK? Donc, au lieu de passer 5, s'il passe une, on vient de sauver 4 minutes. X 12, on vient de sauver déjà 48 minutes. On multiplie ça par 10, mais on vient de sauver des heures. Et des heures, c'est des sous. OK? Donc, c'est pas mal ça pour les dessins d'assemblage. OK? Première chose, si on résume rapidement, là, première chose, pour sortir les vues de l'assemblage correct, on connecte sur le produit, on connecte
sur l'assemblage directement. Clic, on l'obtient. Sauf que si j'ai besoin de sortir la vue d'une pièce de l'assemblage, je m'en vais d'abord m'assurer que je présente la pièce comme elle est montrée dans l'assemblage. OK, donc par exemple comme ceci. Et avant de sortir ma vue, je viens taguer mon objet dans l'arbre pour ne sortir que ce que je veux avoir. Je l'oriente comme je le veux. Ce serait plus quelque chose comme ça. Mais ça va me prendre la place. Puis quand je vais faire la vue de dessus de ça, je vais avoir une vue déformée. Quand je vais faire la vue de dessus de ça, je vais avoir une vue déformée. Je vais être pogné pour faire un paquet d'auxiliaires. Je suis peut-être mieux de donner une rotation supplémentaire, si je peux aller la chercher, comme je l'avais fait ici, de l'indiquer, puis sortir des vues orthogonales simples. OK? Et après ça, ben, j'identifie, je vais chercher mes détails, je fais mon part 6, je fais mes cossins. Donc, quand vous allez faire le dessin d'assemblage pour gagner des points de plus pour votre projet, c'est ça que je veux voir. Je veux voir les vues orthogonales et unisométriques de votre projet, des ballons, un part 6 qui identifie vos pièces. Et pour les points qui sont associés au dessin de détail d'une de vos pièces, dans le même cadre drawing, je vais voir une page quelque part qui présente la pièce de votre assemblage, qui va me présenter un bureau où je vois bien que le lien a été fait entre le drawing et le produit et que je n'ai pas une ligne qui s'en va comme ça vers une des pièces de votre assemblage. Et quand je reviens là-dedans, ben, j'ai les informations, j'ai les codes. Qui en manque, c'est pas grave. Je veux au moins une vingtaine de codes différentes. Donc, choisissez la pièce que vous allez me détailler de façon à pouvoir le faire. Vous choisissez la pièce la plus compliquée. Puis si la pièce la plus compliquée, elle prendrait 100 cotes, après 20, vous arrêtez. Elle n'a pas besoin d'être complète, là. Mais je veux que vous ayez au moins une vingtaine de cotes de sortie là, pour me montrer que vous savez faire des cotes. Et je la veux comme ça. Donc, c'est ça qui va vous donner les points bonus pour la partie projet. Question? Pardon? Toi, tu n'as pas aucun assemblage. À ce moment-là, on parle d'une pièce et on parle du dessin d'assemblage. C'est de valeur parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire un assemblage avec le nombre de pièces que tu as. Bien, il n'y a rien qui t'empêche, à partir du moment où tu es là, de rajouter. Il y a peut-être moyen de regagner ton assemblage. Il faudra qu'on regarde, là, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose parce que là, c'est plate. Et si on veut changer n'importe quoi dans ton produit, tu es pogné avec un part puis c'est pas évident. Dans le fond, dans le projet, si on met plusieurs pièces, on n'est pas obligé de faire tous les détails pour les autres. Non, 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 non. Je vous ai demandé le dessin de détail d'une pièce. Okay. Idéalement, la pièce la plus complexe. Okay. Parce que c'est celle qui va vous donner le plus d'options pour sortir ça. OK? Dans les dessins d'assemblage, on met les notes comme dans un dessin. Pardon? On met les notes comme dans le dessin d'assemblage. On devrait avoir des notes dans un dessin d'assemblage, effectivement, si c'est requis. Habituellement, là, les notes, c'est parce que il n'y a plus autant de notes requises sur les détails eux-mêmes. Il peut y en avoir, mais de façon générale, les notes vont être regroupées pour l'assemblage global. 10h15, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. On est juste dans le drafting. Je pense que je vais garder le 3D. En fait, le 3D. Je voulais vous reparler des produits. Je voulais vous reparler des booléens. Puis si je fais ça, j'en ai pour une autre petite heure. Ça fait que je vais juste faire un petit check rapide là-dessus pour voir où on est. Donc, plus. On est le 15 avril de l'an de grâce 2013. Le 22, je n'y suis pas. Donc, pas de cours la semaine prochaine. Vous pouvez dormir. Le 29, on a un cours. Le 6, on a un cours. Et le 13, on n'en aura pas. Là, on a manqué un cours à date, hein? À date, on a manqué un cours?
Non, 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 mais un cours OK, en fait, vous avez manqué le 3 qui était une journée du lundi, c'est ça? OK. Non, parce qu'il faut qu'on voie nos cours. De toute façon, notre matière va se terminer, la matière de ce cours-ci, au 29, pas au 29, oui, au 29, c'est fini. C'est parce qu'une fois qu'on va avoir vu les assemblages et qu'on va avoir vu les opérations booléennes, le contenu de MD1 est fini. Au 6, ah non, je pense qu'on va être correct. Au 6, j'ai l'intérêt de vous montrer la cotation 3D, ce qui pourrait être le fun. Puis on verra pour le 13. On n'aura peut-être pas besoin de 13. Date du projet, je crois que je vous ai donné le 20 ou le 21, quelque chose de genre. De quelle date? Le 27? C'est possible. C'est possible que je vous ai donné le 27. Mais en tout cas, OK. Non, non, pas l'année prochaine. Non, non, non. Faut que ça soit fait. Ouais. Le 27, ça aurait de l'allure. Parce que ce qui se produit, vous allez avoir votre examen le 24. OK, ça c'est pas mal certain. Moi ici, je suis parti. Je suis parti puis pour un petit moment. Ça fait qu'il faut que ma correction elle se fasse là. Donc avec un projet qui rentre là, moi je peux déjà commencer ma correction ici. On est en business, ouais. OK. Donc on cesse les vidéos, puis je vous laisse travailler un peu, je réponds à vos questions. Pardon?